Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur les guerres, les campagnes de la guerre et les sièges. Donc nous allons voir durant ce tutoriel l'intégralité du déroulement d'une guerre, de ce qu'il faut faire avant la guerre, vérifier qu'on est prêt et compagnie, à comment la gagner et faire son offre de paix. Donc, la première chose qu'il faut quand vous allez vouloir partir en guerre, c'est généralement avoir ce qui s'appelle un casus belli, qui est un droit, en quelque sorte, de déclencher la guerre. Si vous n'avez pas de casus belli, quand vous cliquez déclarer la guerre, il va vous dire que vous avez un effet de -2 sur la stabilité parce que vous n'avez pas de casus belli. Donc c'est très problématique de déclarer une guerre dans ce cas-là, car vous perdez beaucoup de stabilité en plus d'autres éléments à gauche à droite. Quand vous avez des casus belli, donc qu'est-ce que c'est un casus belli? Donc on a dit c'est un droit de déclarer la guerre. C'est principalement ou le plus généralement parce que vous avez des revendications sur le territoire. Donc par exemple ici, moi en tant que le Portugal, j'ai une revendication sur la province de Labour en France. Donc quand je voudrais déclarer la guerre à la France, j'aurai le casus belli de récupérer cette province. Donc on a vu dans la partie diplomatie que pour pouvoir faire ces revendications, il suffit de faire un réseau d'espionnage, puis de fabriquer la revendication une fois qu'on a 10 points. Donc ça c'est une des méthodes d'avoir un casus belli. Ensuite, il existe des casus belli liés aux doctrines que vous sélectionnez. Donc par exemple, les doctrines religieuses autorisent à son premier niveau un casus belli contre tous les païens et les hérétiques qui ont une frontière avec nous. De même, les doctrines d'exploration donnent un casus belli contre tous les primitifs. Les primitifs, c'est toutes les nations dans les Amériques. Et la doctrine expansionniste offre un casus belli à tous les pays moins avancés d'Asie et d'Afrique. Donc, avec le setting qu'on a là actuellement, je peux attaquer tous ceux qui sont d'une autre religion avec un casus belli spécifique de religion, tous ceux qui sont en Afrique avec un casus belli africain, tous ceux qui sont en Amérique avec un casus belli américain, on va dire ça comme ça. Chaque casus belli aura des différences à gauche à droite, et il y en a bien évidemment beaucoup d'autres qui offrent des possibilités différentes en fonction du casus belli. Donc, par exemple, si je vais sur Tunis, qui est donc d'une autre religion et qui est à ma frontière, j'ai maintenant le casus belli de guerre sainte, qui est démontré ma supériorité. Si je choisis, on va prendre Aragon, là j'ai deux revendications sur les territoires, j'ai donc un casus belli de conquête pour deux de ces territoires. Bien évidemment, si je vais voir une nation ici en Afrique, j'aurai le casus belli guerre sainte aussi. Est-ce que j'ai quelques primitifs d'Amérique? Là j'ai une conquête coloniale qui est disponible. Voilà. Donc chaque casus belli aura des facteurs différents. Donc en fait, quand vous allez aller dessus, il va vous dire quel est l'effet de ce casus belli et qu'est-ce qui va considérer que vous avez gagné la raison pour laquelle vous êtes parti à la guerre. Donc là, il dit, dans le cas de conquête coloniale, qu'il faut que 80% des batailles soient des victoires pour nous. Si je vais prendre la France, que je lui déclare la guerre, là il me dit l'objectif de guerre est de prendre la province Guyenne. Donc si j'ai Guyenne, j'aurai un bonus. On va exactement voir quel est ce bonus. Et donc en fonction du type de guerre que vous faites, vous aurez un objectif différent. Si vous visez une province, ça sera généralement prendre la province. Si c'est une démonstration de force, une guerre sainte, quelque chose comme ça sera généralement gagner un certain nombre de pourcentages des batailles. Et finalement, il y a quelques objectifs où c'est carrément prendre la capitale de l'adversaire. C'est à peu près tous les objectifs différents de guerre qui vont donner des points, on va voir ça après. Ensuite, chaque casus belli offre un bonus aux points et aux demandes que vous allez faire lors de la paix. Donc là, on peut voir que si je prends ce casus belli,
j'obtiendrai 75% d'expansion agressive, 100% de prestige et 100% de l'argent en objectif de prendre Labourg, Guyenne ou Saintonge. Donc en fait, que je prenne une de ces trois, j'ai les mêmes bonus pour faire la paix. Par contre, c'est l'objectif principal qui est différent d'une l'une à l'autre. Si je prends par exemple lui, donc guerre sainte, démontrer de la supériorité, cette fois-ci c'est 75% d'expansion agressive, 125 de prestige et 100% pour toutes les provinces. Donc je pourrais demander n'importe quelle province, j'aurai ce bénéfice-là pour faire la paix. Donc l'expansion agressive, qu'est-ce que c'est? C'est à force de vous étendre, de prendre du territoire, vos voisins ne vont pas être contents et vont perdre des points d'opinion envers vous. Donc si vous obtenez trop de points d'expansion agressive, vous risquez d'avoir une coalition contre vous de beaucoup de pays pour essayer de vous restreindre, de vous rendre plus faible. Donc si c'est 75%, ça veut dire que vous gagnerez 25% de moins de l'expansion agressive que vous devriez normalement. 125% de prestige, c'est tout simplement, on gagnera 25% de prestige supplémentaire pour toutes les demandes dans la paix. Et finalement 100% de l'argent, c'est-à-dire que 100% de l'argent qu'on va demander va nous revenir. Généralement c'est toujours 100%, il n'y a pas de, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc en fonction de l'objectif, vous allez avoir des bonus différents. Et vous pouvez même avoir, dans certains cas, deux objectifs identiques dans des catégories différentes qui vous donneront des bonus différents. Donc il faudra bien choisir celui que vous voudrez. Une fois que vous avez choisi l'objectif que vous voudrez, donc nous allons par exemple attaquer Tunis. Donc on choisit l'objectif qui est donc dans notre cas démontrer la supériorité. Et ce qu'on voit à gauche, c'est les alliés de l'adversaire. Donc actuellement il est allié aux Ottomans. Et à droite, nos alliés. Comment ça marche ce système-là? Donc tout d'abord, vous allez voir sur les ennemis si son allié va accepter de joindre la guerre ou pas. Donc en fonction de conditions économiques, diplomatiques, de distance et des choses comme ça, ils vont venir ou pas. Donc là on peut voir que les Ottomans viendraient. On a un peu le système identique du côté des alliés, tout en sachant que les alliés, il faut 10 points de faveur pour les faire venir. Les points de faveur s'acquièrent au fur et à mesure du temps quand vous êtes une alliance en fonction de votre puissance militaire. Plus vous êtes puissant militairement par rapport à la nation qui est votre allié, plus vous gagnerez rapidement les points de faveur. Il vous en faudra 10 pour pouvoir appeler un allié à l'aide. Donc si on va ici, il nous dit normalement que on n'a pas les points pour le faire. Ok, non. Actuellement, mes alliés refuseraient tout simplement pour d'autres raisons. À savoir que la guerre est lointaine pour tous en fait. C'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas en guerre. Sinon, si je pouvais les appeler, il faudrait que je coche cette case-là, qui est actuellement indisponible, et il y aura un petit indicateur qui me dira que ça me coûtera 10 de faveur pour le faire. Et une fois que je l'aurai fait, la croix rouge deviendra un tigre vert. De temps en temps, il est possible d'appeler un allié à l'aide sans avoir à appeler la faveur. Pour cela, il faudra appuyer sur ce petit bouton-là, où en fait, vous allez lui dire « Dans cette guerre, si on gagne, je te donnerai un territoire ». Et certaines nations, donc généralement quand elles sont à la frontière de l'adversaire, vont accepter cette proposition en se disant « Je vais récupérer du territoire grâce à cette guerre, donc j'y gagnerai quelque chose, c'est pas juste pour mon allié ». Donc vous pourrez dire je t'offre du territoire et il faudra à nouveau cocher la case pour dire je l'invite à la guerre, sinon il viendra quand même pas. Vous pouvez faire ça pour un, pour tous, bien évidemment, certains accepteront, certains refuseront. Donc il faudra faire votre choix en fonction des points de faveur que vous avez et, du territoire ou de l'acceptation des possibilités de gain territorial de vos alliés. Du côté de l'ennemi, il y a aussi une case à sélectionner. Alors ce n'est pas une case pour dire l'allié va venir à la guerre ou pas. C'est une case pour dire l'allié sera, on va dire, équivalent à celui que j'attaque. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous ferez des revendications
une demande de paix, des revendications pour la paix, vous pourrez demander au même prix pour cet allié que pour la cible initiale. Donc là, en l'occurrence, si je voudrais prendre des provinces aux Ottomans à un prix identique à la prise que je ferais sur Tunis, je coche cette case. Si je la coche, par contre, ce qui va se passer, c'est que cet allié va lui aussi pouvoir appeler tous ses alliés à la guerre. Donc en l'occurrence, les Ottomans sont alliés à Tunis et à Hedjaz. Donc si je coche la case, Hedjaz sera aussi appelé à la guerre, pour peu qu'ils acceptent effectivement de suivre la guerre des Ottomans. Encore une fois, question économique et des choses comme ça. À chaque fois, comme dit, vous pouvez voir les raisons pour lesquelles ils viennent ou pas à la guerre. Donc vous pouvez vous dire, ah, je vais attendre un peu pour le laisser reprendre économiquement, ou il pourra jamais venir et donc je vais attaquer. Point important, si vous sélectionnez qui soit aussi belligérant, qui soit co-belligérant, ça s'appelle, dans cette guerre, quand vous faites la paix, il ne faudra pas faire une paix séparée avec les Ottomans. Il faudra faire la paix avec Tunis et, durant cette paix, demander une victoire aux Ottomans. Sinon, vous ne bénéficierez pas du fait de les avoir appelés en co-belligérant à ce moment-là. Dans l'autre cas, on n'a pas envie de prendre du territoire des Ottomans, de toute façon ils sont trop loin, on veut juste prendre du territoire de Tunis. Donc on va déclarer la guerre. Donc nous voici en guerre. Donc nous avons un magnifique indicateur en haut, comme quoi nous sommes en guerre. Le premier jour de la guerre, les alliés ne sont pas appelés, mais ça va venir au fur et à mesure, généralement de 1 à 5 jours après, les alliés vont venir en guerre et être appelés aussi. Alors, comment va se passer la guerre et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout d'abord, en bas à droite, vous avez aussi un indicateur vous donnant un résumé du statut de la guerre. Donc vous avez actuellement le statut, donc 0%, et l'enthousiasme de guerre du pays. Donc actuellement, ils sont très partants pour faire la guerre, ils n'ont pas de soucis. Au fur et à mesure que vous prendrez du territoire, que vous gagnerez des batailles, que la lassitude de guerre dans son pays augmentera, ça va diminuer, et si c'est très bas, en fait, l'IA sera plus enclin à accepter votre demande de paix. Alors, chose que je n'ai pas fait au début, il y a quelques moyens de voir quelles sont les forces ennemies à sa disposition. J'y passerai juste après sur les conseils de que vérifier avant de déclarer la guerre. En attendant, donc dans ce magnifique récapitulatif, nous voyons à gauche les pays alliés. J'ai passé quelques jours pour ajouter les Ottomans. Donc nous voyons les pays alliés, donc en l'occurrence moi, et alors c'est mes vassaux, c'est mes colonies en fait, qui rejoignent automatiquement la guerre. Si vous avez des vassaux, ils rejoignent automatiquement la guerre. Si vous avez des alliés, ils seront aussi listés ici. Vous voyez pour chacun l'enthousiasme de la guerre. C'est une petite valeur pour dire à quel point votre pays est encore capable de continuer la guerre. Donc vous n'êtes pas obligé de la respecter, elle est juste là pour information. Ce sera surtout l'intelligence artificielle qui va réagir en fonction de cette valeur. Si sa valeur est basse, il va chercher à faire la paix. Si sa valeur est haute, il va continuer à essayer de faire la guerre. Vous avez la lassitude de guerre qui va augmenter au fur et à mesure des pertes, des conquêtes, du temps pendant lequel vous ne possédez pas votre territoire, votre attrition. On va voir ça en détail. On a une information de la stabilité, une information sur le nombre de blocus subis, enfin le pourcentage de ports sous blocus, et un score de participation qui dit à quel point une nation a participé à la guerre, pour savoir comment répartir l'argent et d'autres bonus lors de l'offre de paix. On a la chose équivalente pour les alliés, pour les ennemis, pardon. On a un petit indicateur, soit avec un petit drapeau rouge dans ce cas-là, qui dit que ce n'est pas un co-belligérant, donc on ne peut pas faire des requêtes de territoire contre ce pays. Soit si c'est un vassal, il y aura, si je me souviens bien, une petite colombe qui vous dira que vous ne pouvez pas faire la paix avec ce pays, il faut parler à son chef, son suzerain. En l'occurrence, on n'a pas ce cas-là, mais c'est une possibilité. Ensuite, en dessous, vous avez un petit récapitulatif des forces en présence. Donc c'est la somme de toutes les unités actuellement sur le terrain.
pour l'ensemble des alliés et l'ensemble des ennemis. Donc on peut voir combien on a d'infanterie, combien on a de cavalerie et d'artillerie des deux côtés, la même chose pour les bateaux. Et finalement on a une barre de score de guerre qui va de moins 100 à 100% pour définir à quel point vous êtes en train de gagner la guerre ou pas. À 100%, ça veut dire que l'intégralité de votre territoire est possédée par l'adversaire. Et à plus 100%, c'est vous possédez l'intégralité du territoire. Ensuite, il y a ici le score évolutif de guerre, qui est actuellement de 0, et qui peut atteindre un maximum de 25. Ce score de guerre, il est lié à l'objectif qui se trouve là-haut, ne me demandez pas pourquoi ils l'ont pas mis au même endroit, qui est démontrer sa supériorité. Donc comme on l'a vu, si on a 80% des batailles gagnées en notre faveur, nous remplirons l'objectif. Une fois qu'on a rempli l'objectif, ce bonus de score évolutif va augmenter petit à petit jusqu'à un bonus de plus 25% du score de guerre. Donc même si on a fait que quelques petites batailles et donc qu'on a rempli l'objectif, on va grappiller des points sans trop de difficulté. Finalement, on a une liste des batailles là en bas qui donne un peu une idée de quelles sont les batailles qui se sont déroulées et combien ça a apporté de points. Maintenant, le point important, c'est comment gagner des points de guerre pour justement gagner cette guerre. Donc pour cela, il y a plusieurs solutions. Les plus simples, c'est prendre les provinces adverses, gagner des batailles terrestres et gagner des batailles navales. Et ainsi que remplir l'objectif. Donc c'est globalement ça les éléments majeurs. Vous pouvez aussi faire des blocus des ports adverses. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais amener ma flotte ici, donc on va voir que ça va donner un bonus de blocus. Et notre armée, on va l'avancer. On va lui donner un commandant pas trop mauvais. Et on est parti. Donc, on va rapidement voir les scores bouger après quelques combats. Donc on va essayer d'affronter son armée là, éventuellement détruire sa flotte. Ce qui devrait nous rapporter des points. On va accélérer le temps. Donc là par exemple, notre bateau vient d'arriver en blocus de cette zone maritime où il y a pas mal de provinces de Tunis. Et donc ici on peut voir, en allant sur le curseur, qu'est-ce que ça nous rapporte. Donc on voit que ces blocus nous rapportent 0,05 points en moyenne. Donc ça va rajouter du score. Donc si vous avez vraiment des provinces extrêmement riches sur lesquelles vous faites des blocus, ça va rapporter bien évidemment plus de points. Là on peut voir par exemple que Tripoli de l'Ouest rapporte 0,65. Donc si on va sur Tripoli de l'Ouest, qui est, je ne sais pas où. Tripoli de l'Ouest. Ah c'est là. Évidemment. Donc là Tripoli de l'Ouest, qui est a priori un gros port entre guillemets, donne plus de points que les autres. Alors je ne sais pas quelle est la formule exacte pour donner combien de points on gagne. Mais comme vous voyez, il suffit de mettre le bateau, une flotte suffisamment forte pour faire le blocus pour voir à quel point ça procure de points. Ensuite, point important, pour les blocus, vous avez un nombre de points de développement bloquables maximum par flotte, qui est défini ici. Donc là, on peut voir qu'on peut bloquer un maximum de 139 points de développement. Il suffit après de simplement faire le cumul des points de développement, 14, 6 et ainsi de suite, pour savoir si vous faites l'intégralité du blocus sur la zone ou pas. Vous avez un petit résumé du résultat ici. Actuellement, on arrive à bloquer 100% des provinces. Et on peut voir exactement quelle est la raison. Donc on fait le blocus de Zouara qui a un niveau de développement de 3 et ainsi de suite. C'est assez simple. Si c'est inférieur, il y a forcément quelques provinces pour lesquelles vous ne faites pas de blocus et donc pour lesquelles vous ne gagnez pas de points. Ensuite, nous allons faire une magnifique bataille que j'espère que nous allons gagner. S'il te plaît, voilà. Donc voilà, donc
On a vu dans le tutoriel comment se passent les batailles, je ne vais pas y revenir. Et à la fin d'une bataille, vous avez ce récapitulatif. Donc vous avez des petites informations sur combien vous gagnez de prestige, combien vous gagnez de tradition terrestre, ou maritime dans le cas d'une bataille maritime, combien vous gagnez de lassitude de guerre, et la même chose pour votre adversaire. Vous avez un résumé des gains, des pertes plutôt. Vous avez un résumé des pertes des troupes en fonction de chaque type. Et finalement, un indicateur qui vous dit que pour cette bataille, vous avez gagné 4,34 points de guerre. Maintenant, on peut voir qu'ici, il est résumé à on a 4 points, 4%. Donc ça, c'est les moyens de gagner des points par les combats. Donc il se passe la même chose si vous faites des batailles maritimes. Vous allez gagner des points de score militaire de cette manière, ainsi que du prestige, de la tradition maritime, et encore une fois de la lassitude de guerre. Ensuite, quand vous voulez envahir le territoire adverse, vous allez devoir faire attention aux forts. Les forts seront symbolisés par ce petit icône là sur le kef, où vous voyez l'image l'icône d'un petit fort, ou si vous zoomez, vous voyez carrément le petit fort dessiné. Il va vous empêcher de passer sur les territoires adjacents si vous ne venez pas de votre province. Donc par exemple, si je veux aller de Tunis à Sousse, je ne peux pas passer à cause de ce fort ici qui contrôle ces deux provinces. Je peux entrer dans cette province parce que cette province-là, je la possède. Donc bien évidemment, les forts vont vous empêcher de passer dans un sens ou dans un autre, et risquent de limiter vos mouvements à l'intérieur du territoire adverse. Donc il faut faire très attention à ça, et généralement ça va être un de vos objectifs majeurs lors d'une guerre, justement pour pouvoir augmenter votre liberté de mouvement à l'intérieur du territoire adverse. Ensuite, quand vous allez atterrir sur une province adverse, par exemple ici, j'ai amené mes troupes sur la province d'Orès. Donc sur cette province, il n'y a pas de fort, mais il faut quand même en prendre possession. Donc pour en prendre possession, il y a un petit rapport de siège. Alors c'est pas vraiment un siège dans ce cas-là vu qu'il n'y a pas de fort, mais un rapport de contrôle de la province. Donc vous pouvez y voir le défenseur, donc il n'a aucune troupe, et l'attaquant, et finalement un petit camembert qui va progresser, qui a une durée de 30 jours normalement, avec des modificateurs pour l'augmenter ou le diminuer, ce qui va rendre les sièges rapides ou lents dans ce cas-là. Donc au bout de 30 jours, quand il n'y a pas de fort, vous prendrez automatiquement le territoire. C'est ce qui est noté par ce 100% qui dit que à la fin des 30 jours, plus ou moins les modificateurs, vous allez prendre possession de la province. Donc au bout de 30 jours, nous avons pris possession de la province. Prendre possession de la province va nous donner des points de score. Donc là, on peut voir tout en bas, occupation de Aurès par le Portugal, ça nous rapporte 0,20%. Donc en fonction du développement de la province et de son importance, vous allez gagner plus ou moins de points. Donc ces points, c'est très important. Là où il y a des forts, là où il y a une capitale, ça rapportera plus de points. Donc là, on va rapidement refaire une bataille. On gagne 5,42 cette fois-ci. Et cette fois-ci, s'il te plaît, pause. Cette fois-ci, nous sommes en train d'assiéger le Kef où il y a un fort. Donc, quand il y a un fort, il y a l'écran de siège. L'écran de siège se présente de cette manière-là. Donc vous avez quelques informations sur le moral du défenseur, le nombre d'hommes en défense, le niveau de la fortification, donc en fonction des constructions qui sont présentes, le nombre de régiments nécessaires qui correspond au niveau de la fortification x3, et finalement un modificateur de défense des forts qui va modifier le temps nécessaire pour qu'il y ait une action sur le siège. Quand je parle d'une action sur le siège, c'est ce camembert là qui dit qu'il y a 30 jours. Donc là, on peut voir que la défense tunisienne donne plus 4,2%, la défense locale plus 10%. Par contre, la capacité de siège portugaise, moins 1%. Donc évidemment, plus ça dure longtemps, plus le siège durera longtemps.
Que normalement ça correspond à peu près à ces valeurs-là pour déterminer cette valeur. On a aussi un récapitulatif de notre côté, le nombre d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie présente. On a aussi un indicateur très important lors de la guerre qui est l'attrition mensuelle. Donc actuellement elle est de 4,9%. Ça veut dire que je vais perdre 4,9% de mon armée sur place à chaque tour, à chaque mois. À chaque tour, à chaque mois. Ce qui va faire que d'une part, je vais perdre des hommes et il va falloir les remplacer. Et d'autre part, je vais gagner la lassitude de guerre qui se trouve ici. On verra exactement ce que ça fait après. Donc il faut faire très attention et dans certains cas, vous allez vouloir juste mettre le nombre d'hommes nécessaires pour faire le siège de la province pour justement éviter de perdre plus d'hommes. Donc pour ça, il vous suffit de sélectionner l'unité et vous avez un bouton détaché pour le siège. Ou si je renvoie mon armée autre part, il me reste assez d'hommes pour faire le siège de la province. Donc là, il m'a fallu 6 régiments, il y a 7100 hommes, donc ça suffit largement pour faire le siège. Dans notre cas, je vais laisser volontairement l'intégralité de l'armée sur place. Ensuite, comment se passe le siège et comment faire les calculs de progression. Donc tout d'abord, nous avons vu que à chaque fois que ce camembert ira à fond, il y aura, on va dire, une action de siège qui va se passer. Donc dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va lancer un dé qui va jusqu'à 14, si je ne me trompe pas, qui est indiqué ici, qui va indiquer de manière aléatoire le résultat du siège. À cette valeur, on va rajouter plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être un facteur de progression, qui peut aller jusqu'à 12, donc il va de 0 à 12. Donc au fur et à mesure que vous faites le siège, vous allez avoir des événements qui vont se produire en fin de camembert, qui vont par exemple dire il y a une pénurie de vivres. S'il y a une pénurie de vivres, ce modificateur temporel va augmenter de 1. S'il y a une pénurie de nourriture, c'est de 2. S'il y a un manque d'eau, c'est de 3. Et s'il y a des désertions chez les défenseurs, c'est de 1. Donc ça va se cumuler jusqu'à un bonus de plus 12. Ensuite, il y a un bonus lié au leader de votre armée. Donc là, mon leader d'armée, il a 1 en siège. Donc on voit un canon à la ligne de commandant. Donc ça va rajouter un point. Ensuite, la quantité d'artillerie que vous avez présente sur le siège va augmenter de plus 1 à plus 5 le nombre de points que vous allez générer. Donc en l'occurrence, j'ai 10 unités d'artillerie, donc 10 000. Et il me dit, pour 10 unités d'artillerie, j'ai un bonus de plus 5. Si j'en avais une, j'aurais un bonus de plus 1, et ainsi de suite. En fonction du niveau de fort, ces valeurs vont être modifiées, en sachant qu'une unité donnera toujours plus 1. Après, il me semble que c'est au niveau 3, il en faudra 6 ou quelque chose comme ça. Bon, je ne me souviens plus exactement des nombres. Vous verrez en fonction de chaque siège combien il en faut pour gagner tel ou tel bonus. Ensuite, si par hasard le fort se trouve avec un accès de la mer, vous aurez un malus de -2. À moins que vous êtes en train de faire le blocus avec votre flotte. Donc, comme ici, on est en train de faire le blocus. Si vous faites le blocus avec votre flotte, le malus de -2 sera ramené à 0, donc comme actuellement. Donc ici, on n'a pas de mer autour de cette province, il n'y a pas le malus. Finalement, le niveau du fort va diminuer le résultat. Donc actuellement, on a un niveau de fort de 2, il réduit de 2, tout simplement. Et si par chance vous arrivez à tirer un 14 au dé, vous allez créer ce qui s'appelle une brèche dans le mur qui va augmenter votre capacité de siège de 1 à 3 points en fonction du résultat. Il me semble que ça a été modifié, maintenant c'est plus que plus 1 et c'est répétable jusqu'à plus 3 maximum. Je sais plus exactement, mais si vous faites un 14, vous avez un bonus parce que vous avez fait une brèche dans les murs. Une fois que tout ça, ça a été fait, il va y avoir un résultat. Donc on va aller à notre résultat. Tac, 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 tac. Pof. Voilà. Donc là, il y a eu une brèche dans les murs. Du coup, on a tiré un 13. Donc c'était pas qu'un 14, c'était un 13. On a fait une brèche dans les murs. Donc là, on peut voir qu'on a un bonus de plus 1.
On a dû créer le cas manque de nourriture, qui nous donne un bonus de plus 2 cumulatif. Donc là on a 2. Et donc on peut voir le résultat. Si vous voulez voir quelle somme donne quel résultat, vous pouvez mettre votre curseur sur l'image de fort là, et il vous dira si le résultat se situe entre 8 et 11, qui est actuellement 28% de chance, on aura une pénurie de vivres, entre 12 et 13 qui représente 14% de chance, manque de nourriture, ainsi de suite. Si vous dépassez 20 OD, vous aurez la reddition du fort. Donc, alors 20 OD avec tous les modificateurs bien évidemment. Donc en cumulant tout ça, il faut faire 20 OD. Donc actuellement, nos chances sont de 14% parce qu'on est capable de faire 20 et 21. Avec un dé, donc si on fait 13 ou 14, on arrivera à prendre le fort. Voilà comment progressera le fort, et en fonction du résultat, ça va avancer. Hop. Ici on voit à chaque fois le pourcentage de chance de finir le siège lors de la fin du camembert. Donc là on a 14% de chance, et donc en fonction des résultats on aura plus ou moins de chance. Bien évidemment, tant que vous êtes là, vous allez faire augmenter le modificateur de progression. Si votre armée part parce que elle veut attaquer une autre armée ou quelque chose, le modificateur de gain ainsi que la brèche va disparaître. Donc vous ne gagnerez plus. Donc il faut essayer, quand vous faites le siège, de rester immobile et de rester dans la province. Si on vous attaque et que vous gagnez, le bonus restera. Donc ça, il n'y a rien à craindre. C'est juste si vous partez de la province, ou même que vous donnez l'ordre de partir, que vous allez perdre ces bonus. Donc au bout d'un moment, à force d'événements, donc on va augmenter le bonus cumulatif, on va augmenter nos chances, et au fur et à mesure, on va réussir à prendre la province. Voilà. Donc là, on a réussi à prendre la province. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer quel est le résultat du dé qu'on a eu, mais on a eu un dé suffisamment élevé pour prendre la province. Donc cette province, parce qu'il y a un fort, nous donne beaucoup plus de points que l'autre province. En l'occurrence, elle nous donne 2,70. Voilà, donc c'est très important de prendre les forts. C'est eux qui vont donner beaucoup de points. La capitale, bien évidemment, vous donnera encore plus de points que les villes avec fort, parce que c'est la capitale. Ensuite, nous avons, depuis un petit moment, nous avons gagné 2 batailles. Il y a eu seulement 2 batailles faites, donc on a fait 80% des batailles ont été des victoires pour nous. Donc on peut voir ici qu'on a la flèche, comme quoi il nous dit que le score évolutif est en progression. Et il nous dit même qu'on est à 3,6. Donc on a gagné 3,6% du score de guerre, juste parce que on a réussi à atteindre l'objectif. Au fur et à mesure, ça va augmenter encore plus, et ça va être de mieux en mieux. Je vais assiéger volontairement la province de Tunis, donc sans chasser l'armée adverse, pour vous parler juste après de la lassitude de guerre. Donc, je vous ai parlé de pas mal d'éléments qui vont augmenter la lassitude de guerre. Donc, on a vu qu'après un combat, on gagnait des points de lassitude de guerre. Si on subissait de l'attrition, on avait un malus de lassitude de guerre. Et on a aussi un malus si l'adversaire possède nos provinces. Alors malheureusement, ça n'apparaît pas. J'espérais que ça allait apparaître. Ces provinces sont peut-être un peu trop faibles pour que ça donne un malus. Bon. Donc au fur et à mesure que la guerre progresse, que vous gagnez, perdez des batailles, que votre adversaire a des troupes et possède, a réussi à prendre le contrôle de certaines de vos provinces, vous allez gagner chaque mois de la lassitude de guerre. Donc la lassitude de guerre va en fait déterminer à quel point votre nation a, on va dire, envie de continuer la guerre, à quel point elle est lassée de cette guerre. Ça va monter progressivement jusqu'à un maximum de 20. L'effet que ça a, c'est que vous allez avoir de l'agitation dans le pays, donc des risques de révolte, vous allez récupérer vos troupes plus lentement, vous allez mettre plus longtemps à construire des troupes, vos sièges dureront plus longtemps, et plein d'autres soucis. Donc les facteurs qui entrent dans cette composition sont à quel point votre nation est occupée par l'adversaire, à quel point vous avez perdu ou gagné des batailles. Donc si vous avez perdu des batailles, vous allez gagner de la lassitude de guerre, et l'usure de vos troupes. Donc là, quand vous êtes en territoire adverse, vous avez obligatoirement de l'usure de troupes.
Donc en fonction de l'usure de vos troupes, en fonction de la taille de votre empire aussi, vous allez gagner des points d'usure. Donc là actuellement je gagne 0,04 par mois parce que mes troupes subissent de l'usure à assiéger Tunis. Par exemple. Donc on va essayer d'aller rapidement finir cette guerre. Je vais l'accélérer. On va aller prendre leur capitale, tuer leur armée. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Pour aller jusqu'à l'écran de paix. Hop. Ça c'est bon, on va reprendre ça. Voilà, donc là j'ai pris leur capitale, donc ça va aller beaucoup plus vite maintenant normalement. Enfin beaucoup plus vite. On va pouvoir progresser. Hop. On fout complètement des événements. On va aller assiéger leur dernier fort. Bien évidemment, lors de vos guerres, si vous affrontez un adversaire qui est à peu près votre puissance, ça ne se passera pas aussi facilement que ça. Là, j'ai volontairement choisi un adversaire faible en ayant triché à gauche à droite pour justement pouvoir vous montrer ça rapidement. Voilà, donc à force de prendre du territoire chez eux, on est arrivé à 39%. On va essayer de tout prendre, comme ça on va avoir un très beau pourcentage. Voilà, et on va prendre leur dernière province. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, on a eu notre lassitude de guerre qui a augmenté. A priori, on a aussi des provinces qui sont sous blocus, donc là on peut voir que ça augmente aussi la lassitude de guerre. Donc il faut faire attention à ce que cette valeur ne monte pas trop haut pendant votre guerre, sinon vous allez avoir des soucis. Vous pouvez bien évidemment la réduire en dépensant des points diplomatiques. Alors, une fois que vous avez gagné un certain nombre de points pour votre guerre, vous pouvez offrir une paix à votre adversaire. Donc, ça va se présenter sous cette forme-là. Donc, tout d'abord, vous avez deux onglets. Donc, la partie exigée. Donc, la partie exigée, c'est si vous avez gagné la guerre et que vous voulez demander quelque chose à votre adversaire. La partie offrir, c'est plutôt si vous avez perdu la guerre et vous voulez offrir quelque chose pour que l'autre accepte votre édition. Si vous voulez une paix blanche, vous ne remplissez rien et vous faites juste envoyer la demande. Ça fera une paix blanche. Du moins, ça demandera une paix blanche. Vous verrez ici à quel point l'adversaire sera d'accord ou non pour accepter votre offre. S'il y a un tic vert, ça veut dire qu'il sera d'accord. S'il y a une croix rouge, ça veut dire qu'il ne sera pas d'accord. Ensuite, vous avez plusieurs catégories qui vont proposer plusieurs éléments pour faire votre paix. Que ce soit dans exiger ou dans offrir, ce sera exactement les mêmes onglets et les mêmes éléments qui se trouvent à l'intérieur. C'est juste que en fonction de qui sera quoi, vous aurez des éléments différents possibles. Vous avez la catégorie céder une province. Donc c'est là où vous direz cette province tu vas la céder au gagnant, cette province tu vas la céder au gagnant, ainsi de suite. Il y a renoncer à la légitimité d'une province. Donc s'il a des provinces légitimes chez vous, vous pouvez lui dire tu vas renoncer à ce que cette province soit légitime pour toi. On a après rétrocéder des provinces légitimes. Donc ça veut dire vous avez des provinces légitimes d'un autre pays. Donc là en l'occurrence j'ai par exemple Barcelone qui pourrait appartenir à la France. A priori la France a cette province, la province de Barcelone comme légitime. Donc je pourrais lui dire je rends cette province à la France. Ensuite, si le pays a des dépendances, vous pouvez lui dire libère ce vassal pour justement le rendre moins puissant, pour rendre le gros pays moins puissant. On a accordé l'indépendance à des pays, donc on peut par exemple lui demander de déclarer l'indépendance à certains pays. S'il a des traités, des alliances et choses comme ça, on peut lui dire d'arrêter ces traités.
Donc s'il est allié à un pays, on peut lui dire annule ton alliance. Si il a un mariage royal, on peut lui dire arrête ton mariage royal. S'il offre l'accès militaire, on peut lui dire arrête l'accès militaire, et ainsi de suite. Alors on choisit vraiment un pays à viser, donc c'est Tunisie arrête ses relations avec les Ottomans par exemple. On peut le voir chez moi, par exemple, c'est moi j'arrête mes relations avec l'Angleterre. Donc toutes les relations que j'ai faites avec l'Angleterre seraient annulées. Finalement, il y a les termes particuliers qui comprend globalement la vassalisation, l'humiliation, forcer le droit de passage, forcer le droit de mouillage pour vos flottes, admettre la défaite pour un peu l'humilier, transférer la puissance commerciale, vous donner des réparations de guerre, donc une partie de ses impôts tous les mois, se trouveront ici. Donc, dans la guerre, qu'est-ce qui va nous intéresser de savoir? Donc, ce qu'on va remplir va nous donner plusieurs éléments. Donc, on peut gagner du prestige en faisant cette paix, ou en perdre bien évidemment, si on est en défaite. Donc ici par exemple je choisis que le Kef doit m'être cédé, je gagnerai 1,5 points de prestige. On voit à chaque fois sur les propositions combien de scores de guerre ça va coûter. Donc actuellement on a 48%. Donc a priori on peut demander environ 48% de coût total. C'est ici, celui-là coûtera 9, celui-là coûtera 6, donc ça fera 15, et ainsi de suite. On a le coût en points diplomatiques, donc en fonction de l'objectif que vous avez fixé, du casus belli que vous avez sélectionné, ça vous coûtera plus ou moins de points en diplomatie pour faire tel ou tel accord. Les points de diplomatie, c'est cela, hein, bien évidemment. Donc là, on peut voir que j'ai fait une guerre, un casus belli de religieux, donc j'ai le droit de prendre n'importe quelle de ces provinces sans coût diplomatique. Par contre, si je veux qu'il libère des provinces, c'est un coût diplomatique, par exemple celui-là de 9, celui-là de 60. Donc, vous faites votre paix, vous pouvez cliquer sur la carte pour prendre les provinces, bien évidemment. Si vous cédez la province, il faut faire attention, celui qui gagne la province, ce sera toujours celui qui occupe actuellement la province. Donc actuellement, vous pouvez voir que cette province est occupée par nous, chez nous, Portugal. S'ils étaient occupés par un autre pays et qu'on sélectionnait cette province irait au pays qui l'occupe actuellement. Vous pouvez changer qui occupe la province en cliquant sur ce bouton. Et par exemple, je peux l'envoyer à Portugal Springton. Voilà. Maintenant, c'est Portugal Springton qui a cette province. Et donc, si je sélectionne cette province, alors je ne peux pas parce que c'est une province coloniale, donc je ne peux pas lui proposer. Mais sinon, si je cliquais dessus, je pourrais proposer à ce que cette province aille à la personne qui possède ce territoire. Donc vous sélectionnez votre offre de paix. Donc là, on peut voir qu'il refuserait. On va diminuer un peu la chose. Ah, voilà, 49. Donc quand vous avez fait votre offre de paix, vous pouvez voir à gauche donc les effets. Donc là, du prestige, pas de coût diplomatique. Une expansion agressive de 1 à 24 sur 100 pays. Donc ça veut dire que globalement les pays proches de Tunis, donc même religion, qui sont voisins, qui sont de la même culture et des choses comme ça, vont obtenir un malus de 24 points d'opinion parce qu'on fait cette paix là. Les pays plus loin, qui sont d'une autre religion, sur un autre continent ou des choses comme ça, vont obtenir 1, voire 0 s'ils sont même pas dans cette liste. On voit pas la liste malheureusement, mais voilà. Au cas où vous allez dépasser de trop les valeurs d'expansion agressive, qui correspond à 50, si vous dépassez cette valeur, pour certains pays, la liste des pays sera affichée. C'est la liste des pays qui pourront monter une coalition contre vous. Il faut faire attention à ce que si vous dépassez cette valeur, il n'y en ait pas trop ou des pas trop puissants. Il faut faire très attention à ça. Ensuite, vous avez la surexpansion que cela générera. Donc en fonction des provinces que vous prenez, ça générera ou pas de la surexpansion. Donc il faudra régler pour intégrer les provinces dans votre pays proprement.
Et finalement, il vous informe que pour intégrer toutes les provinces que vous prenez, ça vous coûtera 239 points d'administration. Encore une fois, en fonction des provinces que vous prenez, ça vous coûtera plus ou moins. Donc vous façonnez votre demande comme vous voulez. Donc vous pouvez prendre de chaque catégorie comme vous voulez. Tout va s'additionner tranquillement jusqu'à vous donner une valeur d'offre. Et bien évidemment, quand vous mettez le curseur ici, vous voyez pourquoi il accepte et à combien est la différence. Donc, par exemple là, en faveur du oui, 103 points, en faveur du non, 98. J'ai encore 5 points de liberté pour demander quelque chose. Alors on peut voir par exemple que si je demande 2 points de plus, il refuse parce que là il passe à 104. Parce que je demande 61 points qui est au-dessus des 48, donc en fait ça coûte pas 2% mais ça coûte plus. En fait, si vous êtes en dessous des 48%, un point de coût affiché ici coûtera 1 point. Si vous êtes au-dessus, ça coûtera plus cher. Il faut faire attention à comment vous gérez tout ça. Si vous voulez lui demander de l'argent, parce que vous voulez arrondir et en tirer le plus gros profit possible, vous cliquez ici. Chaque clic que vous faites rajoutera 1% de guerre et au maximum 100 ducats. Donc là par exemple, on arrive à 60, on est à 103 sur 101. On a vu que si je demande un peu plus d'argent, il refuserait, donc ça me semble être un bon accord. Dans le cas où vous avez entièrement conquis le pays, donc c'est le cas actuel avec Tunis, donc nous avons entièrement conquis Tunis, mais il a encore un allié dans la guerre. Notre score de guerre n'atteint pas immédiatement 100%. Il faudra attendre un bon petit moment, et quand je dis un bon, c'est genre je crois 3 ans, pour que le score passe de nos 48 actuels à 100%. Une fois qu'on a 100%, on peut quasiment proposer tout ce qu'on veut dans la limite de 100% de points. Donc en fonction de si vous voulez faire une guerre rapide ou si vous êtes prêt à attendre pour avoir plus, vous pouvez attendre pour avoir plus une fois que vous avez entièrement conquis le pays, même s'il y a des alliés. Évidemment, si on arrive à faire la paix avec les Ottomans, on sera immédiatement à 100% parce qu'il n'a plus aucun allié et il est entièrement conquis. Donc une fois que vous êtes content de votre paix, vous faites envoyer la demande. Si jamais vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez, vous avez toujours le bouton suggérer des exigences qui va automatiquement remplir des choix. Alors je ne l'utilise jamais donc je ne sais pas à quel point c'est intéressant ou pas, mais vous avez toujours cette solution. Si vous avez un doute sur tout ce qui est sélectionné, quels seront les effets du choix, vous avez un récapitulatif ici. Donc par exemple, Tunis, c'est Tunis à Portugal, Aurès à Portugal, Le Caf à Portugal. Il doit payer 10% de son revenu mensuel au Portugal pendant 10 ans en tant que réparation de guerre. Il nous verse 100 ducats. Parce qu'on lui a demandé de l'argent, on subira une inflation de 0,01. Grâce au casus belli sein de guerre, on voit la pénalité d'expansion évoluer de 9,9. C'est celle-là. On gagnera 11,6 de prestige, Tunis en perdra 11,6. Ça nous coûte 0 points diplomatiques. Et on aura une trêve jusqu'au 7 avril 1521. Sachant pour la trêve que plus vous demandez de choses, plus la trêve sera longue. Donc si vous voulez rapidement refaire une guerre, il faut demander moins. Ce qui peut dans certains cas être largement suffisant pour plus tard demander l'intégralité de son territoire si actuellement vous n'avez pas assez de points possibles pour pouvoir prendre tout son territoire. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous faites ça et voilà, vous avez gagné la paix. Vous avez acquis votre territoire, vous lui avez pris le territoire, tout ça. Ne pas oublier, généralement, si votre armée se trouvait dans le territoire adverse, en fin de guerre, il est en mode, je sais plus comment ça s'appelle, en exil. Et tant qu'elle n'est pas retournée sur votre territoire, elle restera en exil, c'est-à-dire qu'elle ne participera pas au combat. Mais elle subira toute l'attrition et compagnie. Donc il faut la ramener sur votre territoire pour les prochaines guerres. Donc attention, ça peut être très problématique si vous étiez en train de faire la guerre. Vous avez votre troupe sur le territoire de l'allié de la cible principale. Vous faites la paix avec l'allié. Si votre armée se trouve en exil, elle devra rentrer chez vous pour repartir sur l'allié, sur la cible principale. Donc ça peut de temps en temps poser problème. Donc bien réfléchir à où sont vos armées au moment où vous faites la paix avec les alliés. Ou si vous avez des guerres multiples. Voilà.
En fin de guerre, quand vous avez pris du territoire à vos adversaires, ce qu'il va falloir faire, c'est intégrer les provinces. Donc pour intégrer les provinces, ça se trouve ici. Donc vous cliquez simplement sur le bouton des provinces n'ont pas été légitimées et ça vous ouvrira ce menu. Donc il vous dit pour un coût de points administratifs, on va commencer à légitimer la province. Donc vous cliquez sur légitimer, ça va augmenter petit à petit chaque mois jusqu'à ce que votre province soit entièrement légitimée. Tant que ce n'est pas légitimé, vous avez de la surexpansion qui vous donne des malus divers et variés. Donc de l'agitation dans le pays, une augmentation du coût de stabilité, une baisse de puissance commerciale à l'extérieur, des coûts de mercenaires augmentés, la réputation diplomatique diminuée, des meilleures relations avec les pays avec le temps qui est diminué. Donc en fait, quand vos relations se stabilisent avec les pays, ça se stabilisera plus lentement. Et finalement, on obtient des points de corruption. Jusqu'à ce qu'on ait réussi à intégrer toutes les provinces. Si on dépasse les 100%, il y a une série d'événements néfastes qui peuvent arriver à notre pays. Donc, point très important à prendre en compte, il faut éviter de passer les 100% de surexpansion. Finalement, la lassitude de guerre, maintenant qu'on est en paix, elle reste à sa valeur, sauf que tous les mois, elle va diminuer d'une certaine valeur. En l'occurrence 0,1 parce qu'on est en paix, et l'usure, elle va disparaître une fois que mon armée sera sur mon territoire, dans un endroit où elle ne subit pas d'usure. Donc ça, c'est comment se passe une guerre et la campagne. Bien évidemment, vous allez apprendre à faire vos batailles en montagne quand vous êtes en défense, les faire en plaine quand vous êtes en attaque et des choses comme ça. Mais les principes sont là, donc comment gagner des points, comment prendre les forts, comment se déplacer à cause des forts, vous le savez. Ensuite, ce que j'avais oublié de vous montrer en tout début, c'est quelles sont les vérifications à faire avant de partir en guerre. Donc ce qui est intéressant à regarder avant de partir en guerre, la première chose c'est votre argent. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je perds de l'argent? Est-ce que j'ai beaucoup de sous dans les caisses? Est-ce que j'ai pas beaucoup de sous dans les caisses? L'idée c'est que durant la guerre, dès que votre armée perdra des hommes, elle vous coûtera plus cher à entretenir parce qu'il va falloir former des hommes pour la renforcer. Donc vous allez perdre très certainement de l'argent à cause de la guerre. Donc, si vous avez très peu d'argent, vous risquez de faire des emprunts, ce qui n'est pas une très bonne chose. De temps en temps, ça sera profitable parce que la guerre vous fera gagner plus que l'intérêt vous fera perdre, mais c'est un point à faire attention. Ensuite, vous avez les réserves militaires. Si vous avez des réserves qui sont actuellement basses, si vous perdez ou avez des combats très difficiles où le nombre d'hommes diminue énormément, vous allez très rapidement atteindre le 0. Et si vous atteignez le 0, vos armées vont se restaurer très lentement, voire quasiment pas du tout, ce qui peut vous bloquer entièrement pour la guerre. Donc il faut faire très attention à avoir des réserves avant de déclarer la guerre. Si vous avez des sous mais que vous n'avez pas de réserve, vous avez toujours le choix de recruter des mercenaires. Donc les mercenaires se battront aussi bien que vos hommes, ça il n'y a pas de souci, sauf qu'ils coûteront plus d'argent, mais en bonus, ils n'utiliseront pas votre réserve militaire et ils utiliseront une réserve qui sort de nulle part. Donc vous avez autant de mercenaires pour renforcer vos troupes que vous voulez, tant que vous avez l'argent. Ensuite, vous avez la même chose pour les marins, sauf que les marins c'est un peu moins important étant donné que les batailles maritimes, vous allez assez rapidement le voir, c'est très souvent, il y en a une grosse et celui qui gagne la grosse a gagné la bataille maritime pour toute la guerre. Généralement c'est ça, sauf s'il y a plusieurs gros alliés qui ont des grosses flottes et qui sont pas dans la grosse bataille maritime du moment. Donc c'est un peu moins important à mes yeux. Bien évidemment, si c'est une bataille de longue haleine vous êtes obligé d'utiliser la marine et l'adversaire aussi, et qu'il a une grosse marine, ça sera très utile à vérifier ça aussi. Ensuite, vous voulez vérifier votre lassitude de guerre actuelle. Donc là, par exemple, si je repars à la guerre, à cause de mon modificateur qui est déjà en place, ça va pas forcément aider. Si elle est très très élevée, genre si elle est près de 10, qui est déjà très élevée, hein, 20 c'est extrême.
Si elle est à 10, ça va déjà poser de graves soucis. Donc si vous partez encore en guerre, ça va augmenter et ça va causer encore plus de soucis. Donc de temps en temps, il faut laisser calmer cela. Vous voulez un peu surveiller votre surexpansion parce que si vous partez en guerre pour reprendre du territoire et que vous êtes en surexpansion, si vous finissez la guerre avant que les légitimations sont terminées, vous allez pouvoir soit prendre moins, soit vous risquerez volontairement de prendre le risque d'avoir les événements néfastes de 100%, qui sont vraiment très néfastes. Vous pouvez avoir des grosses révoltes qui arrivent, rien qu'à cause de ça, sans compter que bien évidemment, le simple fait d'avoir une valeur supérieure à 100 donne déjà une agitation du pays très importante. Donc à prendre en compte quand vous déclarez la guerre. Si vous voulez être sûr et certain avant de déclarer la guerre que vous avez les moyens de faire la guerre, même si moi je considère ça comme un peu triché, il y a à votre disposition ce qui s'appelle le registre. Donc dans le registre, vous trouverez les informations militaires de tous les pays. Donc si vous allez dans militaire, armée nationale, vous avez la liste de tous les pays et leur puissance militaire. Par exemple, si aujourd'hui je voulais déclarer la guerre à la France, je pourrais chercher la France dans la liste. Je peux voir combien ils ont d'infanterie, combien ils ont de cavalerie, combien ils ont d'artillerie et combien ils ont de réserve militaire. Ça c'est ma réserve militaire, ça c'est la leur. Donc ça peut me donner une idée de leur puissance militaire avant que je déclare la guerre. Moi je l'utilise très peu, mais si vous voulez être sûr que vous avez assez de force pour lutter contre l'adversaire, vous pouvez regarder là-dedans. Vous pouvez bien évidemment trier par total, donc par exemple voir qui sont les plus gros. Donc actuellement par exemple je suis celui qui est la plus grosse force militaire. L'Autriche est second, Moscovie est troisième, et ainsi de suite. Vous pouvez bien évidemment faire la somme de tous vos alliés, qui vous donnera l'information de combien vous avez, et ce qui vous permettra d'évaluer si a priori vous êtes plus fort ou moins fort que l'adversaire. Alors attention, ces chiffres ne tiennent pas compte de votre technologie militaire, de vos bonus des idées et doctrines, et des bonus à gauche à droite. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas un élément complet, ce n'est pas parce que vous avez autant d'hommes que l'adversaire que vous êtes équivalent. Si lui, il a des bonus énormes à son armée, que vous n'en avez pas, son armée vous roulera dessus. C'est juste une information rapide à voir. Après, bien évidemment, vous pouvez voir ses informations spécifiques. Donc là, la France, on peut voir qu'il est au niveau militaire technologique 9. Et on peut voir la liste des idées qu'il a pris. Donc là, il a pris la doctrine défensive, il l'a terminée, il a 7 sur 7. Et finalement, il a ses bonus nationaux. Donc on peut voir par exemple dans le tas qu'il a morale terrestre plus 20%, qui va augmenter la puissance de ses armées. Donc il faut faire bien attention quand vous déclarez la guerre à ces facteurs-là qui peuvent encore modifier la puissance du pays, même s'ils ont moins d'armées que vous, ou un nombre égal. Bien évidemment, s'ils sont moins forts, vous le verrez ici, et vous pourrez dire que ah tiens, il a 2 fois plus d'hommes que moi, mais son armée est moins forte, je dois pouvoir y arriver. Et donc sur ce, nous avons conclu notre tutoriel sur les campagnes militaires, les sièges et la guerre. J'espère que ça a été très informatif. J'ai peut-être oublié des facteurs à gauche, à droite. N'hésitez pas à les soulever dans les commentaires. J'en parlerai et détaillerai dans les commentaires si nécessaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine sur mes streams, ma chaîne ou que sais-je. A plus!